Pierre-Yves McSween. Qui a passé donc son dimanche soir et une Oui. partie de cette nuit à étudier ses propositions fiscales républicaines. C'est le New York Times qui a dévoilé la liste là, des mesures la semaine dernière. Mhm. Ça a été repris dans différents médias cette fin de semaine. Et donc, ça vous inspire réflexion parce que, en fait, vous voulez voir si ce sont des mesures intéressantes qu'on pourrait appliquer chez nous. Quand on a des problèmes d'insomnie, c'est bien de les régler avec la fiscalité. Donc, la première, J'attire ça. la première mesure qui m'intéresse, c'est on propose potentiellement de supprimer l'impôt sur les pourboires. Et c'est très populaire quand on parle de ça aux gens, de dire, regardez, si vous gagnez un revenu à pourboire, vous ne serez plus imposé sur les pourboires. Alors, les gens disent, ah, quelle merveilleuse idée. Mais quand on regarde d'un point de vue d'équité, au Canada, si on appliquait une telle mesure, on se dirait, écoutez, on impose les gens sur leur revenu de travail, le revenu d'emploi, peu importe le nombre d'heures qu'on passe, peu importe comment on le gagne, que ce soit une prime, un revenu, un pourboire. Et donc, de dire que les pourboires seraient peu imposés, ça inciterait des gens à gagner du pourboire. Et ça ferait dire aux gens qui sont payés, par exemple, à commission, de dire, mais pourquoi un pourboire donné par le client chaque jour n'est pas imposable, mais qu'une commission sur mes ventes le serait, de même qu'une prime de fin d'année, on pourrait dire, c'est une forme de pourboire de l'employeur, donc ce serait discutable. Et c'est pour ça que ce serait très difficile à appliquer ici au Canada. Deuxième proposition, éliminer l'impôt sur les heures supplémentaires. Ça fait des années que je fais des chroniques économiques et je peux vous dire que souvent, les gens qui font des heures supplémentaires me disent, Pierre-Yves, il faudrait qu'on élimine l'impôt sur les heures supplémentaires. Je fais 40 heures après ça, cet argent-là, c'est à moi. Je dis, oui, mais pensez-y. Si on mettait ça comme situation, la première des choses, c'est de comprendre qu'il y a des salariés au Québec qui sont des cadres ou des gens payés à l'année, qui fassent 50, 60, 70 heures. Il n'y a pas de concept d'heures supplémentaires et ces gens-là sont déjà défavorisés au niveau de la rémunération parce que, dans le fond, chaque fois que je fais une heure supplémentaire, c'est pas payé. Alors, imaginez si les heures supplémentaires devenaient non imposables. Ça veut dire qu'une infirmière qui rentre en temps supplémentaire, non imposable. Un monteur de ligne qui fait une dizaine d'heures, non imposable. Et donc, on créait deux catégories de citoyens, des gens qui déclarent plus de 40 heures et qui sont payés, et les autres. Et ajoutons à cela un autre problème, c'est là, il y aurait une marchandisation. Là, on dirait à notre employeur, regarde, paye-moi 40 heures à moins, à 30 mais déclare-en plus comme temps supplémentaire. Et donc, il y aura une marchandisation de la catégorie d'heures qu'on travaille. Et ça amènerait plein de problèmes. OK, mais je comprends que ça pourrait aussi avoir un impact sur le taux horaire payé. Ben oui, parce que les gens diraient, regarde, je vais te payer 30$ au lieu de 40$, mais je vais te déclarer 50 heures au lieu de 40 heures. Tes 10 heures supplémentaires ne seront pas imposables, donc on est gagnant. Donc, il y aurait une espèce de fraude implicite qui pourrait s'instaurer, ce qui n'est pas dans nos valeurs canadiennes, évidemment, de frauder l'impôt. Autre point, taxer davantage les véhicules électriques. Là, ça, c'est une idée américaine qui est surprenante, mais on explique pourquoi. C'est que, dans le fond, les véhicules aux États-Unis financent les autoroutes par ce qu'on appelle le Highway Trust Fund. Mais ça, c'est une taxe financée sur l'essence, taxe fédérale. Et comme aux États-Unis... C'est le même principe chez nous, là. Ben exactement. Ici, j'ai ramené ça à la réalité canadienne et québécoise. Par exemple, à Montréal, on paie une taxe d'assises fédérale, évidemment, sur 10 cents le litre d'essence. On paie une taxe sur les carburants québécoises de 19,2 cents le litre. On paie une taxe sur l'essence du Grand Montréal, 3 cents le litre. Et on paye TPS, TVQ sur la valeur de notre prix d'essence, mais aussi sur les taxes. Donc, on taxe les taxes. Donc, imaginez-vous au Québec, on commence à avoir cette réflexion. Si on fait notre virage électrique, on n'a pas encore la réponse. Où on va prendre l'argent de toutes ces taxes qui ne seront plus exigibles? Est-ce que, comme le kilowattheure est beaucoup moins cher que l'essence, est-ce qu'on va taxer davantage l'électricité qui vient de notre voiture? Est-ce qu'un jour, Hydro-Québec, sur notre compteur intelligent, va avoir l'intelligence de dire « Oh, ceci est une borne électrique et ce kilowattheure-là est plus cher. » Est-ce qu'on dira aussi « Ah, vous êtes un citoyen qui rechargez votre véhicule chez vous? On va vous imposer une taxe annuelle sur la recharge à la maison. » Est-ce que si vous avez un tarif commercial, il va y avoir une surtaxe sur ce qu'on paie sur les autoroutes? Ça va venir parce que les routes se payent avec l'essence en partie. Ouais, tout ça me semble encore plus compliqué que le concept de taxe kilométrique là, que plusieurs personnes là, mettent de l'avant. Là. Bien, vous avez une autre solution, c'est de dire on prend une taxe kilométrique, maintenant, il faudrait qu'on ait une application gouvernementale là, qui nous donne exactement les rapports et ça pourrait se faire effectivement qui est beaucoup plus simple. Encore une fois, c'est utilisateur-payeur et c'est ce qu'on veut amener. C'est une réflexion. Après ça, aux États-Unis, on nous dit on pourrait baisser l'impôt sur les sociétés de façon plus permanente. Ouais,
Ça, évidemment, baisser l'impôt des sociétés, c'est un sujet parce qu'on fait dans le monde ce qu'on appelle du leurre fiscal. C'est-à-dire qu'on fait de la concurrence. Au Québec, on le fait aussi, hein? Et on le fait de d'autres façons. Des fois, c'est pas sur le taux d'impôt, mais on va donner des tarifs d'hydroélectricité favorables, on va donner des terrains, on va donner des prêts garantis, on va amener ce que la CAQ a appelé des prêts pardonnables. C'est-à-dire qu'on vous prête, on prête de l'argent. Si vous créez tant d'emplois, vous ne rembourserez pas le prêt ou une partie du prêt. Mais il ne faut pas oublier que les entreprises utilisent des ressources collectives humaines et elles polluent. Et donc, il y a un prix collectif à payer. Et l'OCDE, pour s'assurer que les pays n'abusent pas, on a négocié une entente de 137-138 pays qui dit on doit imposer un minimum de 15 aux entreprises en impôts corporatifs. Et même l'Irlande, qui a souvent profité d'un abri pour dire que ça attirait des entreprises avec un impôt plus faible, l'Irlande a même accepté de céder et d'embarquer dans le mouvement. Et donc, même si les Américains baissent les impôts, techniquement, on ne va pas descendre en bas d'un 15 corporatif. Mais ça amène des jeux de société parce que, par exemple, Burger King a déménagé un moment donné au Canada parce qu'on voulait, on ne l'a pas dit, mais on a déménagé le siège social au Canada parce qu'on voulait être avantagé par la fiscalité. Autre point, on propose d'éliminer la déduction d'intérêt sur les prêts étudiants. Ça, c'est une mesure qui n'est pas très collaborative au niveau des étudiants parce que aux États-Unis, comme les études sont très chères, on propose de déduire jusqu'à 2 500 $ d'intérêt par année sur les prêts étudiants présentement, puis on voudrait éliminer ça. Si on se ramène au Québec, on a le crédit de 15 au fédéral et 20 au provincial sur de l'intérêt sur certains prêts étudiants. Donc, quand vous finissez vos études, le comptable en moi vous dit, avant de rembourser votre prêt étudiant, payez vos cartes de crédit, payez vos marges de crédit, parce que le prêt étudiant vous permet d'avoir des avantages fiscaux qui rend le prêt étudiant souvent moins cher que les autres formes de prêts. Donc, avant de vous dépêcher à payer vos prêts étudiants, peut-être se demander est-ce que vous en avez vraiment besoin. On veut éliminer aux États-Unis potentiellement l'impôt sur la succession. Parce qu'aux États-Unis, il y a un impôt quand vous cédez de l'argent à vos enfants. Et on dit évidemment que ça favoriserait les familles qui disposent d'actifs de près de 14 millions de dollars et plus. Donc, évidemment, c'est favoriser des familles bien nanties. Très trumpiste comme mesure. Mais au Canada, sachez qu'on n'a pas d'impôt sur la succession. Mais on a autre chose, parce que quand vous décédez, vous avez une disposition présumée de tout ce que vous possédez. Les REER, les placements non enregistrés, les immeubles à revenus, la maison. C'est ça. Donc, on paye le gain en capital. C'est une forme de taxe sur la succession. C'est comme le défunt qui matérialise ses gains non matérialisés au moment où il meurt. Donc, quand il meurt là, et relâche son dernier souffle, il pense que sa vie est terminée, mais sa vie fiscale n'est pas terminée. Il faut déclarer ses gains. Et sachez que si vous voulez faire une planification fiscale, l'assurance vie n'est pas imposable. Donc, si vous voulez laisser de l'argent, 100 000 à vos enfants, et que vous dites j'ai 100 000 d'assurance vie, bien ça, c'est non imposable. Donc, il y a une stratégie fiscale, des fois, à mettre là-dessus. Et rapidement, avant de finir, n'oubliez pas que mercredi prochain, je sais que vous l'attendez avec beaucoup d'attente, peut-être pas Julien, mais nous, il y a potentiellement une baisse de taux directeur mercredi pour les hypothèques à taux variables. Et donc, ça nous rapprocherait potentiellement d'un taux neutre. Donc, on attend ça. On va voir si les différentes menaces américaines vont avoir un impact sur les décisions de notre banque centrale. OK, parce que là, c'est vrai, du côté américain, on veut geler ça. Ben non, C'est qu'on estime qu'il n'y a pas moyen de... On ne descend pas à la même vitesse que nous. Ce serait prudent de continuer de descendre à cette vitesse-là. Mais nous, on est menacés. Notre inflation est contrôlée. Donc, il y aurait une logique à descendre encore cette année de quelques points de base. Mais on attend la situation. Mais on veut voir. On veut maintenir la valeur de notre dollar canadien aussi. On est rendu sous les 70 cents américains. Donc, plus on baisse notre taux plus rapidement que les Américains, plus ça a un impact sur la valeur du dollar canadien. Donc, ça devrait être une baisse encore? Je vais dire, j'ai un biais, là. J'aimerais beaucoup une baisse, vraiment, personnellement. S'il vous plaît, j'en ai vraiment besoin. OK, voilà. Monsieur McSween, on vous souhaite bon courage. Merci. Essayez de dormir la nuit prochaine et on se reparle demain matin. Salut.